Bienvenue, cher auditeur, à Détectives éternels. Ce soir, nous pénétrons dans les allées silencieuses d'une vieille paroisse, où une choriste a disparu quelques instants avant le premier hymne. Une simple partition gît sur la pierre froide, et avec elle, une question qui, souhaitait-elle le silence? D'où dans le monde écoutez-vous? Maintenant, versez une boisson chaude, et que le mystère commence. La lumière du matin caressait doucement la nef de Saint-Pierre, projetant de longues rayures, couleur miel sur les bancs cirés et les numéros de cantiques délavés, encore accrochés depuis dimanche dernier. Les mères de la chorale chuchotaient, près du bas-côté sud, ajustant leurs foulards et vérifiant les listes de présence, tandis que l'organiste s'essayait à quelques accords expérimentaux qui s'élevaient comme des particules de poussière. Sainte Marie Mead semblait paisiblement installée dans ses rituels hebdomadaires, chaque chose à sa place. Pourtant, juste sous cette tranquillité familière, persistait, comme le silence qui précède une confession, une légère émotion, une inquiétude latente. Miss Marple, assise modestement au fond de la salle, était venue uniquement pour assister aux répétitions des enfants en vue des vêpres de la moisson. Elle trouvait le mélange de leurs petites voix charmantes et les quelques fausses notes encore plus amusantes. Mais elle sentait une inquiétude parmi les plus grandes choristes des regards échangés trop vite, un murmure interrompu, des mains crispées sur les partitions. C'était le genre de comportement qu'on observe avant qu'un malentendu ne dégénère en scandale ou avant qu'un secret ne devienne trop lourd à porter pour celui qui le garde. Madame Oxley, la chef de chœur, s'inquiétait pour un ruban à cheveux manquant une broutille que personne ne prenait au sérieux, sauf elle. « Si les filles sont incapables de se souvenir des choses les plus simples, s'exclama-t-elle, comment leur confier la part d'harmonie ?» Son irritation était palpable, mais les filles n'y prêtaient guère attention. Leur regard était plutôt tourné vers la porte de la sacristie, restée entr'ouverte comme si elle attendait quelqu'un qui aurait déjà dû arriver. Miss Marple observa cela avec une légère curiosité. La chorale était généralement ponctuelle, surtout les plus âgés, fiers qu'ils étaient d'avoir le privilège de chanter seuls le premier hymne. Et parmi eux, personne n'était plus ponctuel et plus dévoué que la jeune Alice Cunningham. Réfléchie et d'une piété discrète, Alice, âgée de 15 ans, possédait une voix si claire qu'elle imposait le silence même aux fidèles, les plus distraits. Elle ne manquait jamais une répétition. Pourtant, sa place restait vide. Babette Longley, nerveuse à l'idée d'interpréter le deuxième morceau en tant que soprano principale, murmura à son amie qu'il a dû se passer quelque chose. Alice n'est jamais en retard. Ce murmure n'échappa pas à Miss Marple, pas plus que le tremblement d'inquiétude qui se cachait derrière les efforts de la jeune fille pour garder son calme. L'organiste frappa un accord plus insistant, demandant l'échauffement. La chorale répondit, mais de façon inégale. Sans le calme et la régularité d'Alice, leurs notes vacillaient, comme des bateaux à la dérive. Madame Oxley tenta de les corriger, mais sa voix se crispa sous l'effet d'une anxiété grandissante. « Où est-elle, cette fille ?» murmura-t-elle. « Ce n'est pas son genre. Vraiment pas. » Miss Marple croisa doucement ses mains, gantées, le regard à la fois doux et alerte. La nature humaine, avait-elle souvent pensé, se révélait le plus clairement dans les petits bouleversements, les objets disparus, les absences inexpliquées, le changement soudain des habitudes. Pris individuellement, ces éléments n'avaient généralement aucune signification. Mais ensemble, ils pouvaient constituer la trame d'un récit troublant. La porte de la sacristie grinça légèrement sous le courant d'air qui traversait l'église. Madame Oxley s'y précipita, jetant un coup d'œil à l'intérieur comme si elle craignait de surprendre Alice cachée derrière une armoire, répétant son rôle en secret. Mais la pièce était vide, les recueils de cantiques soigneusement rangés,
les soutanes suspendues en rangées rigides et ordonnées. Rien n'était dérangé, rien d'anormal, si ce n'est l'absence elle-même. Dehors, le faible carillon de l'horloge de la tour annonça le quart d'heure. Ce son se perdit maladroitement dans le silence qui suivit le retour de Madame Oxley, chaque coup attirant l'attention sur la jeune fille qui semblait ne pas les avoir entendus. L'expression de Miss Marple demeurait sereine, bien que ses pensées revinrent à la réaction de Babette et des autres le regard trop furtif vers la sacristie, le silence qui s'était abattu à l'approche de Madame Oxley, le léger haussement de menton provocateur de Babette. Les enfants étaient souvent plus doués pour dissimuler leurs pensées que les adultes ne le pensaient, mais moins pour cacher la culpabilité ou la peur. Le révérend Clay sortit alors du transept nord, surpris de voir le chœur encore en désordre. « Tout va bien, Madame Oxley ?» demanda-t-il. « Vous avez l'air bien pâle. »« C'est Alice, » répondit-elle. « Elle a disparu. Ce n'est pas du tout son genre. » Le révérend fronça les sourcils, mais tenta de dédramatiser. Peut-être avait-elle été retardée, une crevaison de vélo, ou sa mère avait besoin d'aide. Mais l'incertitude transparaissait dans sa voix, et les filles se montrèrent mal à l'aise. Miss Marple se leva en lissant la jupe de sa robe de tweed. Elle n'avait aucune intention d'intervenir, mais elle sentait un instinct forgé par bien trop de petites tragédies dissimulées sous les apparences distinguées du village. Elle s'approcha du révérend Clay avec sa courtoisie habituelle. « Je me demande, » dit-elle, « si Alice a mentionné à quelqu'un qu'elle pourrait être en retard aujourd'hui. » Le révérend secoua la tête. « Non, Miss Marple. Elle était tout à fait comme d'habitude hier. Calme, polie, rien d'inhabituel. » Son hésitation, brève mais bien présente, ne lui échappe pas. Les choristes reprirent leur échauffement, mais leurs efforts semblaient forcés, leur confiance ébranlée. Un moineau s'envola soudain des poutres, surpris par un bruit invisible, et le battement de ses ailes résonna doucement dans l'immensité de l'église. Le regard de Miss Marple se porte sur le bruit. Parfois, songea-t-elle, ce n'était pas tant ce qu'on entendait qui importait, mais plutôt l'absence d'un pas familier, d'un bonjour, d'un rire. Le silence de quelqu'un qui devrait être là. Et Alice Cunningham aurait dû être là. 2 minutes plus tard, Madame Hartley, membre du comité paroissial, entra par la porte latérale, le visage blême et le chapeau de travers. Elle s'appuyait sur le cadre pour garder l'équilibre, attirant tous les regards. « Révérend Clay, vous devez venir immédiatement, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Il s'est passé quelque chose près du porche, quelque chose d'épouvantable. » Un frisson parcourut la nef, subtil mais indéniable, comme si l'église elle-même avait expiré. Miss Marple resta d'abord immobile. Son regard s'adoucit d'une sorte de triste certitude. L'intuition que le calme de St. Mary Mead venait d'être rompu et que ce qui allait suivre mettrait à l'épreuve le fragile équilibre du village. Le révérend Clay s'avança aussitôt, son visage se crispant lorsqu'il perçut le tremblement dans la voix de Madame Hartley. Les jeunes choristes sombrent dans un silence gêné, leur chuchotement précédent se dissipant comme du givre au soleil. Miss Marple, toujours debout près du banc où elle s'était levée quelques instants auparavant, observa la vague d'angoisse se propager dans la salle, silencieuse mais indéniable. Madame Hartley secoua la tête lorsque le révérend arriva à sa hauteur. « Je ne saurais l'expliquer, » dit-elle en portant une main à sa gorge. « Mais vous devez venir, et peut-être faudrait-il appeler la police. » Un murmure parcourt l'assemblée des mères de chœur. Madame Oxley serrait son bloc-notes contre elle, comme s'il s'agissait d'un point d'ancrage dans un monde qui se dérobait sous ses pieds. L'organiste interrompit son geste, les mains suspendues au-dessus des touches. Même le moineau qui s'était posé sur le rebord de la fenêtre quelques instants plus tôt s'envola de nouveau, effrayé par la tension qui régnait dans la nef. Le révérend Clay se tourna vers Miss Marple,
une pointe d'incertitude traversant son visage. « Accepteriez-vous de nous accompagner » demanda-t-il doucement. « Vous êtes si perspicace dans ces moments-là. » Elle inclina la tête avec une douce modestie. « Si je peux vous être utile, bien sûr. » Dehors, le cimetière les accueillit avec sa propreté habituelle, la haie taillée, les pierres moussues, le chemin de gravier serpentant vers le porche d'où venait Madame Hartley. Pourtant, l'atmosphère de la matinée avait changé. La lumière du soleil ne réchauffait plus, elle projetait de longues ombres étroites qui semblaient pointer d'un air accusateur vers le portail. 2 villageois se tenaient déjà là, M. Prowse, le fossoyeur, et la jeune Lily Denham, dont l'expression oscillait entre curiosité et crainte. Ils s'écartèrent à l'approche du révérend, révélant quelque chose juste derrière l'arche de bois, quelque chose de petit, de pâle et d'une immobilité terrible. Mais ce n'était qu'un recueil de cantiques. Le regard de Miss Marple s'y attarda. Ses lettres dorées scintillaient faiblement, bien que son coin fût écrasé, comme si l'objet avait été lâché ou piétiné à la hâte. Un détail symbolique, peut-être, pensait-elle, un objet appartenant au rituel et à l'innocence, désormais déplacé, porteur d'un malaise sourd. Il était là, exactement comme ça, murmura Madame Hartley. Ouvert, au premier cantique. Je n'y ai pas touché. Le révérend Clay s'agenouilla et examina les pages. L'empreinte d'une main maculait la marge. Non pas de la saleté, mais quelque chose de plus sombre, pâle comme de l'encre diluée. Le révérend déglutit, sentant son sang-froid l'abandonner. Lily prit soudain la parole d'une voix fluette. « J'ai cru voir l'écharpe d'Alice, enfin là-bas, près de l'if. Mais en m'approchant, elle n'était plus là, juste un peu d'ombre. » Miss Marple observait attentivement la jeune fille. Elle savait que les ombres avaient la fâcheuse habitude de prendre des formes que le cœur redoutait. Mais la sincérité de Lily semblait authentique, même si ses souvenirs pouvaient être trompeurs. Monsieur Prowse s'éclaircit la gorge. « J'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Un cri, ou peut-être juste un renard. Difficile à dire. » Ses mains burinées se contractèrent, comme s'il se souvenait d'un petit bruit qu'il aurait préféré ignorer. Un groupe de villageois arriva du pré, attiré par l'alarme discrète qui se propageait plus vite que n'importe quelle cloche d'église. Leurs chuchotements s'amplifièrent. Que s'est-il passé? Est-ce la fille de Cunningham? Où est le gendarme? Miss Marple percevait chaque fragment avec l'oreille exercée de quelqu'un qui comprenait comment les commérages servaient à la fois de masque et de miroir. Dans un village, les apparences se polissaient rapidement, tandis que la vérité avançait plus discrètement, souvent dans le dos de ceux qui prétendent la connaître. Le révérend Clay se leva enfin. « Nous devons appeler l'inspecteur Graves, » dit-il. « Il ne s'agit peut-être que d'un accident, mais nous ne pouvons pas le tenir pour acquis. » Madame Hartley frissonna. « Non, nous ne pouvons pas. » Miss Marple remarqua Babette Longley à l'écart de Soundersy, la foule, les poings serrés le long du corps. Son regard passa du livre de cantiques à l'if, puis à Madame Oxley, comme pour calculer quelle expression éveillera le moins les soupçons. La peur, songea Miss Marple, révélait souvent plus que la culpabilité. Et quelque part dans ce cimetière paisible, enveloppé dans la paix trompeuse de St. Mary Mead, une part de vérité attendait d'être dévoilée. Une vérité à laquelle le village s'accrochait ou qu'il nierait, selon ce qui allait se produire ensuite. Le silence autour du porche s'intensifia à mesure que les implications se précisent, et Miss Marple sentit le souffle collectif du village se couper. Le malaise de Babette, les murmures de peur, le livre de cantiques abandonné, tout cela planait dans l'air comme une poussière instable. L'inspecteur Graves arriva quelques minutes plus tard, traversant le cimetière d'un pas décidé qui contrastait fortement avec l'hésitation des villageois rassemblés.
Il salua le révérend Clay d'un signe de tête avant de se tourner vers la scène. « Bien. Qu'avons-nous là ?» Son ton était sec, mais Miss Marple perçut une inquiétude sous-jacente. Grave connaissait Alice depuis l'enfance, et l'absence d'une personne aussi fiable était source d'une douce angoisse. Madame Hartley répéta son récit avec une précision tremblante. Graves écoutait, jetant de temps à autre un coup d'œil au recueil de cantiques, puis au sentier menant aux ifs. Son regard s'attarda sur la tache à l'intérieur de la marge, et il fronça légèrement les sourcils. « Pas du sang, murmura-t-il, mais quelque chose d'étrange. » Il la toucha juste le temps d'en confirmer la texture, s'essuyant aussitôt les doigts avec un mouchoir. Miss Marple approuve sa retenue. Les bons policiers tiraient rarement des conclusions hâtives. Grave, pensa-t-elle, était l'un des rares à comprendre que la folie humaine pouvait être plus trompeuse que n'importe quel indice matériel. Lily Denham, interpellée par Graves, expliqua avoir aperçu brièvement ce qui lui semblait être l'écharpe d'Alice. Sa voix oscillait entre le désir d'être utile et la crainte d'être accusée d'avoir trop imaginé. Graves lui adressa un signe de tête rassurant. « Les ombres peuvent tromper l'œil, dit-il, mais elles peuvent aussi révéler quelque chose que l'on espérait voir rester caché. » Babette Longlet se raidit. « Alice ne pouvait pas disparaître comme ça, dit-elle rapidement. Elle a dû rentrer chez elle. » Aurore a changé d'avis concernant la répétition. Madame Oxley lança un regard noir à la jeune fille. Alice n'avait jamais changé d'avis sur quoi que ce soit concernant la chorale. Sa voix prit une tournure inattendue, comme si sa fierté professionnelle avait été blessée par cette suggestion. Miss Marple observa attentivement la réaction de Babette. Les yeux de la jeune fille tressaillent avant de se figer dans un regard défensif. Une réaction minime, mais révélatrice, surtout dans un village où la rivalité, la jalousie et l'orgueil peuvent couver aussi silencieusement que des braises sous la cendre. L'inspecteur Graves s'approcha de la lisière des ifs, examinant le sol. « Aucune trace de lutte, » dit-il doucement. « Aucune trace de vélo ne bifurque du sentier. » Il marque une pause, plissant les yeux vers une étroite trouée entre les arbres. « Mais il y a des branches cassées par ici. Quelque chose où quelqu'un est passé récemment. » Madame Hartley serra son châle contre elle. « Mais pourquoi quelqu'un irait-il par là ? Cela ne mène qu'au vieux chemin du presbytère. » Miss Marple connaissait bien le chemin. Il longeait le verger abandonné, laissé à l'abandon depuis longtemps, où les ronces et les orties avaient englouti les pierres d'un vieux puits. Un endroit solitaire, un lieu paisible. Trop paisible. « Tu ferais mieux d'aller voir, » dit Graves, en désignant l'un des agents qui venait d'arriver. Les villageois échangèrent des regards inquiets. La rumeur se répandit aussitôt. Miss Marple ne sut dire si c'était la crainte ou la curiosité qui la motivait. Les apparences, songea-t-elle, masquaient souvent la peur sous un voile d'indignation. Madame Price Ridley murmura à haute voix à sa compagne « Croyez-moi, il y a anguille sous roche. » C'est toujours le cas. Son ton trahissait une certitude morale plutôt qu'une véritable perspicacité. Miss Marple reporta son attention sur Babette, qui s'était légèrement éloignée du groupe, les bras croisés, le regard fuyant vers les arbres. Sa posture était trop rigide, sa respiration trop superficielle. C'était le comportement de quelqu'un qui en savait plus qu'elle n'osait le dire ou qui craignait les conséquences de ses paroles. L'inspecteur Graves désigna le livre de cantiques. « Agent, mettez-le sous scellé. C'est une pièce à conviction. » Le claquement du sac qui se refermait sembla dissiper la tension du cimetière, laissant place à un silence bref mais pesant. Miss Marple s'approcha du révérend Clay. « Excusez-moi, » dit-elle doucement. « Mais Alice a-t-elle été troublée par quelque chose ces derniers jours ? Même le plus petit changement d'humeur peut être significatif. » Le révérend hésita. Une pause à peine perceptible, mais significative. Elle semblait pensive, peut-être.
plus que d'habitude. Il s'éclaircit la gorge. Mais c'était une fille réfléchie de nature. La réflexion, songea Miss Marple, pouvait cacher bien des choses. La peur, le désir, un conflit, ou le poids d'une conversation surprise. Un cri perçant, urgent et manifestement alarmé s'éleva du côté du chemin bordant le verger. La foule se figea. L'inspecteur Graves se retourna aussitôt et fit signe aux agents de le suivre. Miss Marple sentit un frisson, non pas de froid, mais d'inévitabilité, lui parcourir l'échine. Quoi qu'ils aient découvert, cela allait tout changer. L'inspecteur Graves se dirigea d'un pas décidé vers la source du cri, accélérant l'allure tandis que les agents se frayaient un chemin à travers les ronces. Les villageois murmuraient nerveusement, mais gardèrent leur distance. Miss Marple, avançant plus lentement mais d'un pas assuré, suivait à intervalles respectueux, ses yeux parcourant chaque touffe d'herbe piétinée, chaque feuille dérangée. Le chemin du verger, jadis une étroite allée empruntée pour les pique-niques paroissiaux, semblait désormais lourde de mauvais présages. Près du coin où les vieilles pierres du puits étaient à moitié englouties par les orties, le gendarme qui avait crié restait figé, le visage empreint d'un mélange contradictoire de soulagement et d'effroi. « Monsieur, lança-t-il, ce n'est pas la fille, mais quelqu'un est passé par ici récemment, et très vite. » Grave le rejoignit, scrutant le sol. Des empreintes de pas, plus lourdes que celles d'un enfant, s'enfonçaient profondément dans la terre meuble. Non loin de là, accroché à une épine, flottait un lambeau d'étoffe pâle, orné de fleurs. Miss Marple reconnut aussitôt le bord de la robe du dimanche d'Alice, celle qu'elle portait souvent les jours de répétition, car, disait-elle, elle se sentait prête à chanter. Babette arriva essoufflée derrière Madame Oxley, le visage blême à la vue du tissu. « Elle a dû passer par ici, » murmura-t-elle. « Oh, pourquoi ferait-elle cela ?» Miss Marple observait la jeune fille avec un calme prudent. Les tremblements de Babette semblaient authentiques, mais quelque chose dans son regard suggérait plus que de la peur, peut-être une pointe de culpabilité, ou la panique de quelqu'un dont les actes pourraient bientôt être scrutés à la loupe. Grave souleva le morceau de tissu d'une main gantée. « Il a été arraché, » dit-il. « Difficile de dire si c'était intentionnel ou accidentel. Mais les traces ne vont que dans un seul sens. » Madame Oxley porta une main à sa bouche. Vers le puits, jamais elle ne s'en approcherait, pas seule. Miss Marple regarda les pierres à demi effondrées. Le puits était scellé depuis longtemps, son couvercle de bois renforcé des années auparavant, après qu'un enfant du village se soit aventuré trop près. Mais sa présence persistait, vestige de secret, de ces villages paisibles soigneusement dissimulés et feignant de les oublier. Le gendarme désigna un peu plus loin sur le chemin. « Il y a autre chose ici. Des empreintes de pas qui se superposent à celles d'un homme, je dirais. » Il s'agenouilla pour comparer les marques. Celles-ci sont postérieures aux plus petites. Elles suivent. Un silence s'installa. Même les oiseaux semblèrent s'immobiliser. Grave serra les dents. « Il n'y a qu'un seul homme dans le village qui correspond à ces semelles, » murmura-t-il. « Tom Berwick. Il travaille à la scierie. » La réaction fut immédiate. Madame Price Ridley eut un hoquet de surprise, ravie d'avoir enfin un nom qui correspondait à ses attentes d'indécence. Madame Oxley se raidit. Babette détourna brusquement le regard. Miss Marple plissa légèrement les yeux. Tom Berwick n'était pas un jeune homme cruel. Elle le savait impulsif, peut-être, parfois sujet à des accès de colère, mais dévoué à sa mère invalide et rarement assez oisif pour s'aventurer près de lieux dangereux. Pourtant, les apparences, surtout à St. Mary Mead, avaient le don de faire naître la culpabilité bien avant que la vérité ne s'impose. Grave continua son chemin jusqu'à ce que les empreintes se brouillent là où le sol se durcissait. Arrivé à la clairière,
Juste avant la lisière du verger, il s'arrêta. Éparpillés parmi les feuilles, gisaient quelques pétales de papier, des morceaux arrachés à une feuille de cantique. Le même cantique remarqua Miss Marple, avec lequel la chorale aurait commencé. Le motif du rituel brisé, de l'innocence interrompue. « Elle était ici », dit Graves d'une voix calme. « Récemment. » Madame Oxley tremblait. Oh, Alice Miss Marple examina les fragments de cantique déchirés. Les bords étaient irréguliers, certains froissés, d'autres lisses, déchirés à la hâte mais sans effort. Comme si quelqu'un les avait cachés, ou les avait portés nerveusement, ou les avait reçus comme message. Babette se décale de nouveau, ses chaussures raclant légèrement le sol. Miss Marple le remarqua. La nervosité seule n'explique pas une telle tension. Graves se redressa. Bien. Il faut parler immédiatement à Tom Berwick. Son ton était ferme et le village l'apprendra dans quelques minutes. L'identité du premier suspect se répandait toujours plus vite que les faits. Madame Price Ridley n'a pas perdu de temps. Je l'ai dit dès le début, c'était une mauvaise influence. Il rôdait toujours dans les parages. Sa voix trahissait une satisfaction mal placée. Le révérend Clay lui lança un regard sévère et las. Ce n'est pas le moment de porter des accusations, Madame Price Ridley. Mais les villageois murmuraient donc déjà des soupçons qui fleurissaient comme du lierre, s'enroulant autour du nom de Tom Berwick avec une certitude impatiente. Miss Marple garda le silence. Elle observa Babette éviter le regard de Graves. Et elle remarqua aussi le vif intérêt de Lily Denham. Cette attention particulière qu'on trouve chez les enfants qui ont vu quelque chose qu'ils ne savent pas encore interpréter. Les ombres du verger s'intensifièrent, tandis que les nuages voient brièvement le soleil. Et dans cette pénombre, Miss Marple perçut le subtil changement de quelque chose d'encore incompris. Une pièce du puzzle qui se mettait en place, silencieusement, dans l'obscurité. Les ombres du verger persistaient, tandis que l'inspecteur Graves faisait signe aux gendarmes d'étendre les recherches. Leurs bottes crissaient dans les sous-bois, tandis que les villageois, regroupés avec appréhension, rôdaient. Miss Marple, légèrement à l'écart, laissa son regard parcourir les feuilles, agitées, et les faibles empreintes dans le sol, traces silencieuses de mouvements dissimulés dans le silence du verger. Quelque chose de subtil, sentait-elle, se cachait ici, non seulement de la peur, mais aussi une intention. Graves se tourna vers le révérend Clay. « J'enverrai quelqu'un chercher Berwick. Nous avons des questions à lui poser. » Sa voix portait le poids d'une certitude officielle, et les villageois s'en imprègnent comme d'une contagion, leurs murmures se muant en jugement. Miss Marple s'approcha des fragments de cantique déchirés. Elle s'agenouilla avec une grâce délicate, soulevant un coin entre deux doigts. Les mots ancrés. « Entends. Nous, Seigneur, dans notre détresse, tremblaient légèrement dans la brise. » Une phrase curieuse était apparue par hasard, pensa T.L. Symbolique, peut-être, ou choisie délibérément. Elle n'exprima pas sa pensée à voix haute. Babette l'observait à distance, la nervosité traversant son visage comme une bougie luttant contre un courant d'air. Lorsque Miss Marple se redressa et croisa son regard, la jeune fille détourna aussitôt les yeux, forçant un rire lorsque Madame Oxley la réprimande pour s'être trop approchée des ronces. Pendant ce temps, Lily Denham s'approcha de Miss Marple à pas hésitants. « Madame, » murmura-t-elle, « je ne vous l'ai pas dit plus tôt car je n'étais pas sûre. » Ses mains se joignirent. « Mais hier, après la répétition, j'ai vu Alice parler à M. Berwick, près de la porte nord. Il chuchotait. L'expression de Miss Marple s'adoucit, teintée d'encouragement. Était-elle amicale, ou plutôt tendue? Lily hésite. Pas amicale. Elle avait l'air effrayée, ou contrariée. Je n'ai vu qu'un instant avant qu'il ne s'éloigne très rapidement. Et Alice s'essuie les yeux. La sincérité de la jeune fille était manifeste.
Miss Marple la remercia doucement et la regarda se réfugier auprès de sa mère. Ce détail était important, bien que non décisif. Les apparences de détresse pouvaient masquer bien des raisons: chagrin, culpabilité, pression, voire un malentendu. Graves avait entendu une partie de la conversation. « C'est réglé », marmonna-t-il. Alice protesta. « On l'a vu près du verger hier soir, d'après Madame Fowler. » Et maintenant, ses traces Miss Marple croisa délicatement les mains. « Les disputes arrivent, inspecteur. Même parmi les meilleures personnes. » Grave lui adressa un sourire crispé et las. « Je comprends votre point de vue, Miss Marple, et je l'apprécie. Mais tant que nous n'aurons pas retrouvé Alice, je dois suivre les indices dont nous disposons. » Il s'éloigna pour donner des ordres, laissant Miss Marple seule au milieu des lambeaux du cantique déchiré. Elle pressentait le danger grandissant d'une certitude prématurée, un village trop avide de trouver un coupable, trop effrayé par ce que la vérité pourrait exiger. Les agents revinrent bientôt de la lisière du verger, les mains vides. Ni corps, ni vêtements, ni traces de violence. Seul un fin ruban, d'un bleu pâle, délicatement brodé de points blancs, était accroché à une branche. Miss Marple le reconnut aussitôt. C'était celui d'Alice. L'objet symbolique réapparaissait, non plus innocent, mais comme un avertissement silencieux. Babette eut un hoquet de surprise en le voyant. Sa réaction fut plus vive cette fois, presque paniquée. Elle détourna le regard, pressant ses paumes contre ses yeux, comme si la vue lui était insupportable. Madame Oxley tenta de la réconforter, mais une pointe de suspicion se glissa dans sa voix. « Tu es très secouée, Babette. Plus que les autres. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et Alice ?» Babette recula. « Non, rien. Elle était juste... Elle pouvait être difficile, vous savez. Elle se prenait pour une reine. » Sa voix se crispa sur le mensonge. Miss Marple l'a entendu. L'inspecteur Graves aussi, qui en a pris note mentalement, même si son attention restait pour l'instant fixée sur Berwick. Un agent s'est approché de Graves. « Monsieur Berwick a été localisé? Il est à la scierie. »« Bien. Nous allons lui parler immédiatement. » Tandis que les villageois étaient reconduits vers le cimetière, Miss Marple s'arrêta à la lisière du verger, son regard se posant une fois de plus sur les morceaux de cantique déchirés. Un détail subtil attira son attention, l'un des morceaux avait un bord net, comme celui d'un ciseau, plutôt que d'une déchirure frénétique. Une contradiction discrète. Mais les contradictions étaient souvent les petits pivots autour desquels la vérité humaine s'ouvrait. Elle a soigneusement enfoui cette pensée dans son esprit. Miss Marple s'attarda un instant de plus, avant de suivre les autres vers le cimetière. La haie taillée projetait d'étroites ombres sur le gravier, tandis que les villageois se déplaçaient par petits groupes méfiants. Les pas assurés des gendarmes vers la scierie étaient empreints d'une tension officielle palpable. Mais Miss Marple marchait d'un pas doux et délibéré, son esprit s'attardant sur la contradiction qu'elle avait observée. L'inspecteur Graves ralentit pour s'adapter à son allure. « Vous avez remarqué quelque chose, » dit-il. Ce n'était pas une question, mais une invitation. Elle esquissa un sourire. Mais les choses déchirées ne se déchirent pas toujours comme on s'y attend. Et parfois, la raison de cela est plus intéressante que la déchirure elle-même. Graves expire par le nez. C'est votre façon polie de dire que je ne dois pas m'en prendre à Berwick trop vite. Je n'oserais jamais m'en mêler, répondit-elle d'un ton doux. Mais je crois qu'il faut considérer toute la complexité du comportement humain. Il est bien souvent plus compliqué que ne le laissent supposer les empreintes. Ils empruntent le chemin latéral du presbytère, où Madame Price Ridley s'était postée, telle une sentinelle, autoproclamée. Elle bondit aussitôt. « Inspecteur, je dois vous signaler que j'ai aperçu Tom Berwick rôdant près de la confiserie hier, bien avant la répétition de la chorale. Un homme adulte qui traîne là où passent les écoliers. Suspect, à mon avis.
Grave laissa échapper un grognement indifférent. Miss Marple, cependant, remarqua l'éclat triomphant dans les yeux de la femme. Dans les villages, on n'accuse pas toujours par conviction, parfois c'était simplement par habitude. Le révérend Clay les intercepta près de la porte de la salle paroissiale, le visage empreint d'inquiétude. « Inspecteur, puis-je vous parler ?» ?»« En privé. » Grave fit signe à Miss Marple d'avancer, mais le révérend hésita, puis se tourna vers elle avec une résolution tranquille. « Vous entendrez peut-être aussi ceci, Miss Marple. Je crois que cela pourrait avoir son importance. » Il baissa la voix. Alice est venue au presbytère il y a 2 jours. Elle a demandé qu'un cantique soit retiré du programme du dimanche. Un cantique très ancien, rarement chanté de nos jours, mais cela semblait la perturber. Je lui ai demandé pourquoi. Elle n'a rien voulu dire, mais elle paraissait très bouleversée. Les sourcils de Miss Marple se levèrent légèrement. Vous souvenez-vous de quel hymne il s'agissait? Numéro 47. Lumière sur le chemin caché. Un titre anodin pour ceux qui ne connaissent pas ces vers, mais Miss Marple se souvenait de son image centrale, un appel à la vérité pour qu'elle émerge des couches de secret et de fausse piété. Un choix intéressant pour une jeune fille apeurée. « Merci », dit Graves d'une voix gênée. Cela pouvait être lié à une dispute ou à une réprimande de ses parents. Le révérend secoua la tête. Elle ne semblait pas avoir peur de ses parents. Madame Oxley sort du hall à ce moment précis, pâle et tendue. L'inspectrice Babette est tombée malade. Elle est aux toilettes, tremblante comme une feuille. Je ne sais pas si c'est un choc ou autre chose. Miss Marple échangea un regard avec Graves. Sans un mot, ils entrèrent dans le hall. Le vestiaire exhalait une légère odeur de cire à la lavande et de laine humide. Babette était assise sur un banc en bois, les mains si serrées que ses jointures blanchissaient. Elle leva les yeux, surprise, lorsque Miss Marple s'approcha. « C'est entièrement de ma faute, » murmura Babette, la respiration tremblante. Si j'en avais parlé à quelqu'un plus tôt, si j'avais juste dit quelque chose. Graves s'accroupit à côté d'elle. « Quoi ?» Babette déglutit difficilement. Alice dit que quelqu'un lui avait laissé des choses. Des petits mots, glissés dans son recueil de cantiques, l'invitant à la rencontrer. Elle refusait de me dire qui. Je la suppliais de ne pas y aller. Miss Marple se pencha en avant, le visage doux. Est-ce qu'elle y est allée hier? La jeune fille hésita, non pas incertaine, mais effrayée. Oui, elle y alla. Elle dit qu'elle n'avait pas le choix. Garder le silence était pire. La voix de l'inspecteur Graves se fit plus dure. « Babette, savez-vous qui a écrit les notes ?» Sa réponse était à peine audible. « Je crois que c'était un homme. » Le faible écho de ces mots fait planer une tension palpable, comme un accord inattendu sur un orgue. Miss Marple perçoit le changement, subtil mais significatif, tandis que les tremblements de Babette s'intensifient. « Qu'est-ce qui a fait penser cela à Alice ?» demanda doucement Miss Marple. Babette ferma les yeux très fort, car le dernier billet n'était pas comme les autres. Il n'était pas plié, il était glissé entre les pages. Et le bord. Elle hésita. Le cœur de Miss Marple se serra d'une certitude silencieuse. Tranchant net, Babette hocha la tête, les larmes aux yeux. Dehors, la cloche de l'église sonna d'un seul coup creux, résonnant par hasard lorsqu'une personne frôla la corde. Mais à cet instant précis, cela sonna comme un avertissement. Miss Marple se redressa lentement, ses pensées s'organisant comme les fils d'une aiguille. Un schéma commençait à se dessiner, ténu mais indéniable. Miss Marple conservait en mémoire la silhouette silencieuse qui se dessinait tandis que l'inspecteur Graves se relevait de sa position accroupie près de Babette, le visage partagé entre compassion et une suspicion grandissante. L'atmosphère du vestiaire semblait soudain pesante, le parfum de lavande lourd comme imprégné de la confession de la jeune fille. Dehors,
Le léger bruissement de pas pressés trahissait l'impatience grandissante du village, juste au-delà du manoir. Grave adoucit son ton. « Babette, Alice t'a-t-elle montré quelques-unes de ses notes ?»« Un seul, murmura-t-elle. Un seul. Il était écrit qu'elle devait venir seule, que quelque chose qu'elle savait comptait plus qu'elle ne le pensait. » Elle frissonna. Je lui ai dit de ne pas y aller. Je lui ai dit que ce n'était pas sûr. « Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt ?» insista Graves, sans pour autant être cruel. La voix de Babette s'est brisée. « Parce que je pensais qu'elle serait en colère. Elle a dit que si je disais un mot, j'emporterais tout. » Miss Marple observait attentivement la jeune fille, remarquant la sincérité fragile qui se lisait dans sa posture tremblante. Dans un village comme St. Mary Mead, la peur pouvait étouffer même les instincts les plus aiguisés, et le désir de protéger le secret d'une amie, même dangereux, était souvent plus fort que la raison. Grave se leva en se frottant le front. « Bien, il nous faudra ce mot, s'il existe encore. » Babette a avalé, je l'ai jeté. Madame Oxley s'exclama, horrifiée. « Quelle sotte !» Mais Miss Marple secoua doucement la tête. Les enfants agissent selon leur cœur sous la pression. Ce sont les adultes, je le crains, qui ont tendance à faire du mal par calcul. Avant que Babette n'ait pu répondre, la porte de la salle paroissiale s'ouvrit brusquement et l'agent Reed se précipita à l'intérieur, essoufflé. « Inspecteur, on a besoin de vous. Vite, il s'est passé quelque chose près du presbytère. » Grave se raidit. « Est-ce la fille ?»« Pas exactement, monsieur. Mais vous devriez vérifier. » Un frisson d'angoisse parcourut la pièce. Miss Marple, bien que silencieuse, perçoit le changement, l'aggravation subtile de la crise, la façon dont la vérité se manifeste souvent, non par des réponses, mais par de nouveaux bouleversements. Ils traversèrent le cimetière à toute vitesse. Les villageois, sentant l'inquiétude monter, les suivirent à distance prudente. Au détour du chemin du presbytère, près de la haie où s'accrochaient des rosiers sauvages, un petit attroupement s'était formé. Le gendarme Jacobs veillait sur une bicyclette à moitié dans le fossé, à moitié sur le chemin, la roue avant tordue, la chaîne pendante comme un ruban rompu. Madame Hartley porta la main à sa poitrine. « C'est le vélo d'Alice. »« Je le sais. Son père a peint le garde-boue en lilas pour son anniversaire. » Graves s'accroupit pour l'examiner. « La roue a été heurtée, » murmura-t-il. « Pas à cause d'une chute. Cela semble intentionnel. » Miss Marple remarqua l'angle de la jante, la trace de poussière pâle le long des rayons et autre chose, une légère indentation sur le cadre métallique, trop étroite pour être une marque de botte, trop nette pour être accidentelle. Un outil peut-être. Ou le bord d'un objet lourd. L'angoisse des villageois monta comme une marée. Madame Price Ridley murmura, assez fort pour être entendue, preuve de lutte. Je l'avais dit aussi. Cet homme, Berwick Graves, l'a interrompu. Nous l'ignorons, et les spéculations ne serviront à rien. Mais le murmure s'était déjà répandu, alimentant la soif d'histoire du village. Miss Marple ressentit la douleur familière de la déception et de la peur, toujours attirée par l'explication la plus simple. Elle s'approcha du vélo, prenant soin de ne pas le déplacer. Le garde-boue lilas portait une petite éraflure, plus sombre que la poussière, presque comme de la suie. Intriguée, elle garda cette observation pour elle. L'agent Reed s'éclaircit la gorge. « Il y a autre chose, monsieur. » Il tend un objet délicatement enveloppé dans un mouchoir. Je l'ai trouvé dans la haie, planté en hauteur, comme s'il avait été jeté. Grave déplia le tissu. À l'intérieur se trouvait un stylo-plume fin et élégant, au corps noir poli et à la bague dorée, étroite. Miss Marple reconnut immédiatement le modèle. Plus important encore, elle reconnut la petite gravure près de l'agrafe CC. Le révérend Clay inspira brusquement. « Mon Dieu,
C'est la plume de Charles Cunningham, le père d'Alice. Les villageois se figèrent. Même les oiseaux semblèrent de se taire. Grave le fit tourner lentement entre ses mains. Monsieur Cunningham était-il dans les parages tout à l'heure? Le révérend Clay secoua la tête. Il travaillait à Much Benham, du moins, c'est ce que j'avais compris. Miss Marple sentit une légère pression s'installer derrière ses côtés. Non pas la certitude, mais le rétrécissement subtil des possibilités. La plume de son père, déplacée. Un morceau de cantique déchiré, coupé net. Une fillette effrayée, craignant un cantique trop révélateur. Un vélo heurté plutôt que tombé. Les apparences et la vérité se tournent à nouveau autour comme des danseurs prudents. Babette, qui les suivait à distance, laissa échapper un petit cri involontaire. Miss Marple se retourna et remarqua que son regard était fixé non pas sur l'enclos, mais sur la haie, au-delà, comme si elle attendait que quelque chose ou quelqu'un en surgisse. Une réaction que Miss Marple n'a pas manquée. Le faible gémissement de Babette persista dans l'air immobile, son regard fixé sur la haie, comme si les ombres feuillues, elles-mêmes, pouvaient avouer quelque chose. Miss Marple suivit du regard ce visage troublé, remarquant le léger tremblement des branches dans la douce brise, rien d'anormal, et pourtant chargé d'une attente palpable. L'inspecteur Graves, tenant la plume de Charles Cunningham dans sa main gantée, regarda tour à tour Babette et Miss Marple avec une incertitude prudente. « Il faudra parler à M. Cunningham à son retour », dit Graves d'une voix posée. « Ce stylo n'est pas arrivé ici par hasard. » Le révérend Clay se sentit mal à l'aise. Charles est un homme respectable, inspecteur. Il ne ferait jamais de mal à sa propre fille. « La respectabilité », murmura doucement Miss Marple, est parfois un masque porté plus étroitement par ceux qui craignent ce qui se cache en dessous. Grave lui jeta un regard rapide, sans la réprimander, reconnaissant simplement la vérité dérangeante qui transparaissait dans ses paroles. Les villageois se rapprochèrent, leur chuchotement se muant en spéculations anxieuses. Mademoiselle Price Ridley, comme on pouvait s'y attendre, saisit l'occasion. « J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison », a-t-elle déclaré. « Privée, secrète. Il n'invite jamais personne. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Certaines familles tiennent à leur vie privée sans pour autant valoriser le mensonge, Madame Price Ridley. Les deux ne sont pas interchangeables. Avant que la femme ne puisse répondre, l'agent Jacobs s'approcha par l'autre côté du chemin. « Inspecteur, nous avons fouillé le fossé et une partie de la haie. » Rien d'autre. Mais il hésita. Il y a des empreintes de pas incomplètes qui mènent vers le chemin du moulin. C'est difficile à déchiffrer sous le gravier. Grave rangea soigneusement le stylo dans sa poche. « Nous allons poursuivre dans cette voie. » Miss Marple marque une pause, pensive. « J'apprécierais que vous y jouiez un œil. Il devient évident que cette affaire n'est peut-être pas aussi simple que le village l'imagine. » Elle inclina poliment la tête. « Je ferai de mon mieux, inspecteur. » Ils se dirigèrent vers le chemin du moulin, laissant les villageois à leur murmure. Babette s'attarda près de la bicyclette, le visage partagé entre culpabilité et appréhension. Miss Marple s'arrêta à ses côtés. « Ma chère, » dit-elle doucement, « tu semblais très troublée quand on a retrouvé le stylo. » Babette tressaillit, puis secoua la tête trop rapidement. « Pas seulement effrayée, c'est tout ?»« La peur, » répondit Miss Marple, « nous indique souvent ce que nous souhaitons le plus éviter. » Les yeux de la jeune fille brillaient d'une émotion indicible. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Madame Oxley l'appela sèchement, et ce fragile instant se brisa comme un fil qui se rompt. Miss Marple poursuit son chemin pour rejoindre Graves. Le sentier du moulin, envahi par la végétation sur ses bords, serpentait entre de hauts roseaux et les vestiges d'un vieux mur de pierre. L'air était légèrement humide, et un corbeau solitaire, perché sur un poteau de clôture,
les observait approcher avec une curiosité solennelle. Il laissa échapper un seul croassement discordant qui semblait faire écho à la dissonance croissante du récit. L'agent Reed désigna le gravier. « Tenez, monsieur, vous voyez les creux ?» Les marques étaient celles de légers pas délibérés, comme ceux de quelqu'un habitué à marcher sans se faire remarquer. Miss Marple remarqua la finesse de la démarche. Pas celle d'un homme, pensa-t-elle. Pas la démarche lourde de Tom Berwick, ni celle du révérend Clay, dont la démarche traînait légèrement du côté droit. Quelqu'un de plus léger, plus rapide, de plus prudent, grave penché, ce pourrait être Alice. Ou quelqu'un qui la suit. Le regard de Miss Marple se porta sur les sous-bois. Une petite forme attira son attention, un bouton à moitié enfoncé dans la terre, qui scintillait faiblement sous les rayons du soleil. Elle le souleva délicatement. Émail bleu foncé, bordure dorée, bien trop raffinée pour un manteau d'écolière. Grave fronça les sourcils. « À qui est-ce » ? « Un manteau d'adulte », dit doucement Miss Marple. « Peut-être celui d'une institutrice, ou de quelqu'un qui tenait à avoir l'air respectable. » Le même motif réapparaît, la respectabilité, et ce qui se cachait derrière. Grave soupir. « Nous allons faire un sondage pour savoir qui possède un manteau avec des boutons comme celui-ci. » Miss Marple hocha la tête, bien que son esprit soit déjà en train d'envisager les possibilités, le mot découpé proprement. Le stylo d'un père là où il n'aurait pas dû être. Un vélo saboté plutôt que endommagé par hasard. Et maintenant, un joli bouton de manteau sur le chemin qu'aucun enfant n'emprunte seul. Elle sentait qu'ils approchèrent d'une vérité, non pas celle dont le village murmurait, mais une vérité tissée avec plus de soin, avec une aiguille plus subtile. Un bruissement s'éleva des roseaux derrière eux. Graves se redressa brusquement. « Qui est là ?» a-t-il demandé. Pas de réponse, seulement un autre bruissement, un léger souffle de mouvement qui se fond dans les arbres. Miss Marple sentit une certitude tranquille et indéniable se former comme un fil fragile tendu à bloc. Quelqu'un les observait. L'inspecteur Graves s'avança avec une prudence rapide vers les roseaux, la main levée pour faire signe aux gendarmes. Le bruissement cessa brusquement, ne laissant place qu'au doux bourdonnement des insectes et au murmure lointain des villageois venant du cimetière. Miss Marple, légèrement en retrait, observa les ombres se poser à nouveau sur le chemin du moulin, comme si rien ne les avait troublés. L'agent Reed se fraya un chemin à travers les roseaux, en ressortit quelques instants plus tard et secoua la tête. « Personne, monsieur. Le sol est mou, mais les impressions sont confuses. Difficile de dire qui ou quoi est passé. » Graves scruta la lisière de la forêt, les sourcils froncés. Quelqu'un était là. Qui que ce soit, il ne voulait pas être vu. Miss Marple ne dit rien, mais son regard s'attarda sur les branches. Une feuille frémit là où aucune autre ne bougea, un faible signal laissé par quelqu'un qui s'était glissé silencieusement dans les sous-bois. Rapide, léger, prudent, les mêmes caractéristiques qu'elle avait relevées dans les empreintes. Grave empocha le bouton en émail bleu. « Bien, » dit-il doucement. « L'affaire prend de l'ampleur. Nous retournerons à l'église et recueillerons les témoignages de toute personne ayant aperçu du mouvement le long du chemin du moulin ce matin. » Sur le chemin du retour, Miss Marple laissa le crissement rythmé des graviers sous leurs pas guider ses pensées. Le sentier, les fragments de cantiques déchirés, les notes, la plume du père, rien ne concordait avec la suspicion grandissante qui régnait dans le village, à l'égard de Tom Berwick. Trop de contradictions, comme des fils disparates passés dans un tissu inadapté. À la porte du cimetière, ils furent accueillis par Madame Hartley, bouleversée et essoufflée. « Inspecteur, il doit y avoir quelque chose de terrible. Vous devez arriver immédiatement. » Graves se raidit. « Que faire maintenant ? C'est Madame Cunningham, » murmura désespérément Madame Hartley.
Elle s'est évanouie dans la sacristie, et elle a dit que ses mains tremblaient, impuissantes. Elle a dit qu'elle savait quelque chose à propos de la nuit dernière. Sans plus attendre, Graves l'a suivie à l'intérieur. Miss Marple marchait à ses côtés, son inquiétude discrète mais intense. La sacristie embaumait la cire d'abeille et la poussière. L'air était frais sous l'arche de pierre. Madame Cunningham, affalée sur une chaise en bois, le visage pâle comme du parchemin, tremblait violemment. Le révérend Clay se tenait à ses côtés, lui tendant un verre d'eau qu'elle peinait à tenir. Graves s'accroupit devant elle. « Madame Cunningham, vous avez dit que vous saviez quelque chose ?» Des larmes coulaient sur ses joues. « C'est ma faute, » murmura-t-elle. « C'est entièrement de ma faute. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Vous êtes affligée, ma chère. Mais l'affliction et la faute ne sont pas synonymes. Dites « nous » ce qui vous préoccupe. » Madame Cunningham eut un frisson. Alice avait découvert la vérité. Elle avait découvert quelque chose d'horrible. Quelque chose que je ne pouvais supporter que quiconque sache. Le visage de Graves se durcit. Qu'avait-elle découvert? La voix de Madame Cunningham se fit plus faible, un murmure rauque. Elle avait trouvé une lettre privée, destinée uniquement à moi. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Une lettre de qui ?»« D'un homme, » dit-elle, la voix étranglée. « Quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, avant Charles, avant que tout ne change. C'est arrivé la semaine dernière. » Elle porte une main tremblante à sa bouche. « Alice m'a confronté hier. Elle a dit qu'elle voulait protéger mon père, que mon père ne devait jamais le savoir. » Un silence pesant, plus sombre qu'auparavant, s'abattit sur la sacristie. Miss Marple sentit une douce douleur lui étreindre la poitrine. Elle savait que les secrets avaient le don de semer la souffrance, même lorsqu'ils étaient le fruit d'erreurs passées plutôt que de méfaits présents. Graves garda un ton doux, mais ferme. « Cet homme est-il venu à St. Mary Mead ?»« Non, » murmura-t-elle. « Il est mort il y a des années. » Mais la lettre contenait quelque chose qu'Alice avait mal interprété. Quelque chose qui, elle le craignait, annonçait un danger. Miss Marple y réfléchit attentivement. Un malentendu pouvait semer la terreur chez une jeune fille sensible. Pourtant, les billets, les bords coupés, le vélo, tout cela portait la marque de l'action présente et non d'un souvenir lointain. « Madame Cunningham, » demanda T.L. doucement, « avez-vous parlé de cette lettre à quelqu'un ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, personne. » Mais Miss Marple perçut la vérité dans son hésitation, le léger crissement de ses doigts, le regard furtif jeté au révérend Clay. Quelqu'un d'autre était au courant, quelqu'un qui n'aurait pas dû l'être. Avant que Graves ne puisse insister davantage, un autre agent de police fit irruption dans l'embrasure de la porte de la sacristie, essoufflé par l'urgence. « Inspecteur, il y a eu un cambriolage au bureau du presbytère. Une fenêtre a été forcée. Des papiers sont éparpillés. On dirait que quelqu'un cherchait quelque chose. » La sacristie tomba dans un silence stupéfait. Miss Marple ferma brièvement les yeux. Une nouvelle rupture, un nouveau bouleversement. Quelqu'un cherchait la vérité ou l'enfouissait. L'annonce du gendarme résonna dans la sacristie comme un souffle coupé, figeant tout mouvement. L'inspecteur Graves se redressa. Aussitôt, la tension se lisant sur son visage. Miss Marple se leva avec lui, l'immobilité calme de son expression dissimulant le tumulte de ses pensées. Madame Cunningham laissa échapper un faible gémissement de peur, serrant son mouchoir comme une bouée de sauvetage qui pouvait se rompre à tout instant. Graves se tourna vers le révérend Clay. « Montrez-nous le bureau. » Le vicaire hocha la tête, visiblement ébranlé, et ouvrit la marche dans l'étroit couloir. Miss Marple les suivait de près, observant la hâte du révérend, la pâleur de son front et le tremblement de ses mains lorsqu'il lissait sa soutane. L'atmosphère se transformait, les tensions se faisant plus vives, révélant une tension là où il n'y avait auparavant que de l'inquiétude.
Ils entrèrent dans le bureau. Des papiers jonchaient le sol comme des feuilles, mortes, sermons, lettres, pages de registres, et même un rapport paroissial à moitié rédigé. Un tiroir du bureau était ouvert, son contenu fouillé. La fenêtre au-dessus du bureau était entr'ouverte, une fente juste assez large pour qu'une main désespérée puisse s'y glisser. Grave s'agenouilla aussitôt pour l'inspecteur. « Forcé d'entrer de l'extérieur », marmonna-t-il. « Aucune trace de bris de verre, alors ils ont fait attention. Ce n'était pas du vandalisme gratuit. » Miss Marple s'approcha du bureau. Au milieu du désordre, elle remarqua une feuille, qui n'avait pas bougé une page soigneusement pliée, glissée sous le cadre d'une photographie. Elle la sortit délicatement. Une liste de cantiques. Numéro 47, entouré à l'encre bleue. Ses yeux ont vacillé. Le révérend Clay l'a vu aussi. « Je gardais cette liste dans mon tiroir fermé à clé », murmura-t-il. Seule la chef de chœur a accès à la version annotée. Qui d'autre savait que le numéro 47 causait du chagrin ? Demanda doucement Miss Marple. Le vicaire hésita. Seulement Babette. Elle a surpris une conversation entre Alice et moi hier. Sous le calme apparent de Miss Marple, une prise de conscience silencieuse s'insinua. Babette tremblait, évasive, hantée par quelque chose qui dépassait la simple culpabilité. Les réactions de la jeune fille avaient été trop vives, trop immédiates, trop profondément ancrées dans la peur. Mais il n'était pas encore temps de tirer des conclusions. Miss Marple laissa donc la parole à l'assistance. L'inspecteur Graves observa le chaos ambiant. Quelqu'un cherchait quelque chose de précis. Une lettre, peut-être. La silhouette pâle de Madame Cunningham apparut sur le seuil, soutenue par Madame Hartley. « Ma lettre » murmura-t-elle. « Il voulait la retrouver. »« Qui était au courant ?» demanda Graves d'un ton sec. Elle hésita, la voix tremblante. Alice seulement. Puis elle s'interrompit, les yeux se posant furtivement sur le révérend Clay, avec la peur d'une femme qui aurait gardé un secret trop longtemps. Miss Marple s'approcha d'elle. « Ma chère, les secrets ne sont pas plus légers lorsqu'on les garde seuls. Mais ils ne condamnent pas non plus les innocents lorsqu'ils sont partagés avec sagesse. » Madame Cunningham se mit à pleurer doucement dans son mouchoir, mais l'attention de Miss Marple se porta déjà ailleurs. Quelque chose sur le sol, près du bureau, attira son regard un petit éclat d'émail bleu. Elle s'accroupit et le ramassa délicatement. Un deuxième bouton, identique au premier. Le propriétaire du manteau était passé par là. Graves serra les dents. Cela le confirme. Celui qui porte ce manteau a parcouru le village ce matin, d'abord le chemin du moulin, puis le presbytère. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle examina la surface polie du bouton, sentant le cercle lisse sous ses doigts. Un manteau de qualité, finit-elle par dire. Pas bon marché. Porté par quelqu'un qui accorde de l'importance à l'apparence, voire à sa réputation. Le révérend, visiblement secoué, s'assit lourdement sur sa chaise. Mais qui à St. Mary Mead? Le regard de Miss Marple se porta sur la fenêtre ouverte. Dehors, des villageois s'attardaient sur la pelouse, leurs silhouettes se déplaçant en petits groupes nerveux. Des gens respectables tout autant qu'ils étaient. Et pourtant, la respectabilité planait sur l'histoire depuis le début. « Je crois, » murmura Miss Marple en tournant lentement le bouton, « que le propriétaire n'est peut-être pas celui que nous supposons instinctivement. Les apparences sont si rarement la vérité. » Graves a insisté. « Avez-vous quelqu'un en tête ?» Miss Marple esquissa un sourire serein et indéchiffrable, de ceux qui masquaient bien plus qu'ils ne révélaient. « J'ai des possibilités. » Elle s'approcha de la fenêtre et scruta l'extérieur, comme si la ruelle pouvait répondre à ses pensées. La lumière automnale filtrait doucement sur le cimetière, illuminant au loin le garde-boue lilas du vélo d'Alice. Ses yeux se plissèrent,
empreint d'une résolution tranquille. Il manquait encore une pièce, mais plus pour longtemps. Miss Marple s'attarda devant la fenêtre du presbytère, les yeux plissés sur le pare-boue lilas qui scintillait faiblement au loin. La résolution tranquille qui s'empara d'elle sembla plonger la pièce dans un silence profond, comme si chaque papier éparpillé et chaque tiroir retourné attendait sa prochaine pensée. L'inspecteur Graves l'observait avec un mélange d'impatience et de confiance, pressentant qu'elle rangeait des éléments dont il n'avait pas encore entrevu les contours. « À quoi pensez-vous, Miss Marple » demanda-t-il. Elle ne se retourna pas immédiatement. Seulement, la vérité est rarement forte, inspecteur. Elle préfère murmurer. Et les murmures, lorsqu'on tend l'oreille, peuvent être très révélateurs. Avant que Graves n'ait pu insister, on frappa à la porte du révérend Clay. Lily Denham, tremblante, entra dans le bureau, serrant son châle à deux mains. Sa mère, restée derrière elle, la poussa d'un coup de coude. « Vas-y, Lily, » murmura Madame Denham. « Dis-leur ce que tu m'as dit. » La voix de Lily tremblait. « S'il vous plaît, monsieur, je me suis souvenu de quelque chose, à propos d'hier soir. » Grave lui fit signe de s'approcher. « Allez !» Son regard se porta sur Miss Marple, en quête de réconfort. Je passais devant le presbytère en rentrant de la chorale, et j'ai aperçu quelqu'un. Pas Alice, quelqu'un d'autre. La pièce retient son souffle. « Qui as-tu vu, enfant ?» demanda Graves, d'une voix plus douce maintenant. « Une femme, » murmura Lily. Près du portail latéral, elle portait un manteau sombre. Elle avait l'air effrayée. Quand elle m'a vu, elle s'est cachée derrière la haie d'if. Le révérend Clay fronça les sourcils. Une femme, à cette heure-ci ? Le regard de Miss Marple s'adoucit. Avait-elle l'air jeune ou plus âgée ? Jeune, répondit Lily. À peine plus âgée que les autres choristes. Mais elle n'était pas l'une d'elles. Je connais tous leurs visages. Un léger frisson parcourut l'assemblée des adultes. Une jeune femme vêtue d'un élégant manteau. Inconnue, elle se cachait près du presbytère la nuit de la disparition d'Alice. Graves se redressa lentement. « Quelqu'un d'autre l'a vue ?» Lily secoua la tête. Elle disparut en direction du chemin du moulin. Miss Marple sentit l'intrigue se tendre. L'intrus qui avait pillé le presbytère, l'observateur caché dans les roseaux, le propriétaire des boutons en émail, un étranger qui ne correspondait à aucune des hypothèses bien définies du village. « Merci, ma chérie, » dit-elle doucement. « Tu as été très courageuse. » Une fois Lily emmenée, Graves se tourna brusquement vers Miss Marple. « Un étranger ? Mais pourquoi un étranger serait impliqué dans la disparition d'une fillette du village ?» Miss Marple entra enfin dans la pièce, sa voix douce mais claire. Car certains secrets ne naissent pas au village. Certains y sont amenés, discrètement, par nécessité ou par désespoir. Le révérend Clay pâlit. « Vous croyez que cela n'a rien à voir avec Tom Berwick ? Ni avec M. Cunningham ? Je crois, répondit-elle, que ce qui effrayait Alice n'était pas un visage familier. Elle n'aurait pas déchiré des feuilles de cantique, ni accepté de billets d'une personne qu'elle connaissait bien. La peur a des effets étranges sur un cœur sensible. » Grave fronça les sourcils. « Mais la plume du père !»« Une fausse piste !» murmura Miss Marple. « Littéralement jetée dans la haie, destinée à induire en erreur, l'œuvre de quelqu'un qui avait besoin de détourner les soupçons. » Graves se frotta la mâchoire, inquiet. Alors cette jeune femme, quelle qu'elle soit, détient la clé. « Ou le danger ?» ajouta doucement Miss Marple. Avant que Graves ne puisse réagir, un léger grattement se fit entendre à la porte arrière du presbytère, un bruit hésitant, presque furtif. L'agent, Jacobs, se raidit et s'avança vers elle, suivi avec prudence par Graves. Miss Marple leva la main, comme pour un avertissement discret. « Doucement, inspecteur. Parfois,
Ceux qui ont peur courent vers la lumière la plus proche, et non l'inverse. Jacobs ouvrit la porte. Une jeune femme se tenait là, le manteau déchiré, les cheveux en désordre, le visage barbouillé de terre et de panique. Elle ne paraissait guère plus de 17 ans, et elle serrait dans sa main un cantique plié. Celui qui est marqué. Le révérend Clay eut un hoquet de surprise. Graves s'avança. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. La jeune fille vacilla, agrippée au chambranle de la porte. « Je vous en prie, je ne voulais pas lui faire de mal. » Sa voix se brisa. « Je voulais seulement la protéger. » Le cœur de Miss Marple fut touché à la fois par la tristesse et la compréhension. Le motif était presque terminé. La confession de la jeune femme sembla absorber tout l'air du seuil. Le révérend Clay tendit instinctivement la main pour la soutenir, mais elle recula légèrement, serrant contre sa poitrine le feuillet de cantique plié comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Miss Marple s'avança avec une douceur qui apaisa la respiration tremblante de la jeune fille. « Ma chère, » murmura-t-elle, « tu es en sécurité maintenant. Personne ici n'a l'intention de te faire du mal. » Ces paroles rassurantes brisèrent quelque chose chez la jeune inconnue. Des larmes coulèrent sur ses joues, tandis que l'inspecteur Graves la conduisait dans le bureau. Elle s'affaissa sur la chaise la plus proche, son manteau déchiré à une couture où les boutons émaillés manquants le fermaient jadis soigneusement, et ses bottes couvertes de la terre humide du chemin du moulin. Graves s'accroupit près d'elle. « Dites-nous votre nom. »« C'est Claire, » murmura-t-elle. « Claire Hadley. Et quel est votre lien avec Alice Cunningham ?» demanda Miss Marple d'une voix chaleureuse et compréhensive plutôt que interrogative. Claire déglutit. « Je n'essayerai pas de lui faire peur. Elle m'a reconnue. C'est la seule à l'avoir jamais fait. » Le révérend Clay fronça les sourcils. « Vous reconnaîtrez-vous ? Mais vous êtes un étranger au village. »« Pas Alice, » dit Claire doucement. « Sa mère me connaissait, il y a des années. » Un léger bruissement parcourut le bureau lorsque Madame Cunningham, pâle et bouleversée, s'avança. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et de honte. « Claire, je ne savais pas que tu étais encore là. »« Vivante, » conclut Claire par un rire amer. « Ma mère m'a emmenée avant que quiconque ici ne connaisse la vérité. Je ne suis revenu que grâce à cette lettre. » L'inspecteur Graves échangea un regard avec Miss Marple. « Expliquez-moi ce qui s'est passé hier soir. » Claire serra la feuille de cantique entre ses doigts tremblants. Alice trouva une photo de moi toute petite, collée dans ce vieux carillon. Elle dit reconnaître mes yeux. Je ne la crus pas tout de suite, mais elle expliqua qu'elle m'avait vu dans la tribune de la chorale des années auparavant, quand elle était toute jeune. Madame Cunningham laissa échapper un faible cri, enfouissant son visage dans son mouchoir. La voix de Miss Marple s'adoucit. Alice avait donc compris quelque chose que vous n'étiez pas prête à dire. Claire hocha la tête. Elle m'a dit qu'elle pensait que nous étions sœurs. Des murmures d'étonnement parcoururent la pièce. Même Graves se figea complètement. Elle n'avait pas tort, poursuivit Claire en regardant Madame Cunningham droit dans les yeux. Vous m'avez eu alors que vous étiez à peine sortie de l'enfance. Vous m'avez abandonné pour pouvoir épouser Charles. Alice l'avait deviné. Elle m'a dit qu'elle voulait vous aider et vous parler pour que vous n'ayez plus peur. Madame Cunningham s'est effondrée sur une chaise, pleurant en silence. Je croyais avoir enterré le passé. Je croyais que le silence était plus doux. Le silence est rarement de mise, murmura Miss Marple. L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge. Que s'est-il passé après qu'Alice vous a confronté devant le presbytère ? Claire secoua la tête avec véhémence. Je ne me cachais pas pour lui faire du mal. Je me cachais parce que j'étais paniqué. Elle m'avait supplié de la rejoindre ce matin près du moulin avant la répétition de la chorale, pour que nous puissions parler en privé avant qu'elle ne parle à ses parents. Elle disait qu'elle devait garder la lettre en lieu sûr. Miss Marple hocha la tête en constatant que les éléments s'accordaient. « Est-elle venue ?» demanda Graves.
Claire hésite, son expression se crispant. Oui, mais quelqu'un d'autre est arrivé aussi. La tension monta dans la pièce. Graves se pencha en avant. Qui? Claire prit une inspiration tremblante. Babette. Un silence stupéfait s'ensuivit. Elle a dû suivre Alice, poursuit Claire. Je les ai entendus se disputer avant même d'arriver à proximité. Babette était furieuse, elle disait qu'Alice gâchait tout, qu'elle accaparait toujours l'attention et qu'elle allait embarrasser toute la chorale avec ses histoires ridicules. Le regard de Miss Marple s'adoucit de reconnaissance. La jalousie, les tremblements, les réactions sont trop vives. L'angoisse chaque fois que le nom d'Alice était prononcé. Babette essaya de prendre le sac d'Alice, chuchota Claire. Elle voulait la lettre. Elle pensait que ça concernait les résultats de la chorale ou quelque chose de futile. Elles se battent. Alice recula sur la pente. Elle perdit l'équilibre. Le révérend Clay se couvrit la bouche. Bon Dieu! La voix de Claire se brisa. Elle tomba, lourdement. Je courus vers elle. Elle était vivante, mais désorientée. Elle me supplia d'aller chercher de l'aide. J'essayai, vraiment, mais Babette paniqua. Elle attrapa le sac et s'enfuit. J'ai tiré Alice hors du sentier, près des racines du saule, pour qu'elle ne soit vue par personne mal intentionnée. Les larmes coulèrent de nouveau. Je pensais revenir après avoir trouvé de l'aide, mais je ne pouvais pas risquer d'être vue. J'étais terrifié à l'idée que le village me tienne pour responsable de tout. L'inspecteur Graves se redressa lentement, encaissant le poids de la situation. Où est Alice maintenant? Claire s'essuya les yeux. Près du coude, à côté du saule. Elle n'était pas gravement blessée, juste étourdie. Je lui laissai de l'eau et la couvris de mon manteau avant de courir au presbytère. J'allais tout avouer. Miss Marple posa doucement la main sur son épaule. Vous avez fait ce que la peur vous a permis, ma chère. Mais la peur obscurcit le jugement. Allons la voir. Grave ordonna aux agents de se mettre en marche, l'urgence remplaçant la suspicion. Miss Marple les suivit, tandis qu'ils empruntaient à nouveau le chemin du moulin. La lumière de fin d'après-midi projetant de longues silhouettes sur les roseaux. Arrivés au coude du saule, Claire poussa un cri et se précipita en avant. Sous les branches basses, enveloppée dans son manteau sombre, Alice remuait, faible mais vivante. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant lorsque Claire s'agenouilla à côté d'elle. « Tu leur as dit ?» murmura faiblement Alice. Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. Tout. Miss Marple observa la scène avec un soulagement silencieux et douloureux. La vérité crue, imparfaite et humaine, avait enfin éclaté au grand jour. Alice esquissa un sourire fragile. Tant mieux, les secrets ne font que blesser. La brise faisait bruisser les feuilles du saule, comme un hymne murmuré en signe de gratitude. Une douce mélancolie s'empara de Miss Marple. Sainte Mary Mead se remettrait, comme toujours dans les villages, même si la vérité désormais révélée allait modifier son visage. Et le premier hymne, lorsqu'il serait chanté à nouveau, aurait un poids différent, celui de la miséricorde plutôt que de la peur.